Bonjour Nicolas Rougier. Alors peut-être tu peux commencer par nous dire qui tu es. Bonjour Thierry et bonjour à tous. Donc, je suis Nicolas Rougier, tu viens de le dire. Je suis chercheur à l'INRIA et je travaille à Bordeaux. Et une Commencer par particularité, c'est que je travaille en neurosciences computationnelles à l'Institut des maladies neurodégénératives. Et donc, ça veut dire neurosciences computationnelles qu'on essaye de comprendre comment fonctionne le cerveau. Et pour ça, on fait des modèles qui sont, pour faire court, des réseaux de neurones artificiels. Et donc, c'est comme ça que ça me rapproche pas mal de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage machine. Même si les modèles sont un petit peu différents, mais ça, on peut en reparler plus tard. D'accord. Alors aujourd'hui, on va discuter un peu d'intelligence artificielle et bien sûr, on a choisi un angle un peu spécial puisqu'on a demandé à un spécialiste de l'intelligence biologique de nous en parler. Donc, je te pose la question bateau que t'attends. Est-ce que tu sais comment nous redéfinir également l'intelligence artificielle? Euh, alors oui, alors finalement, ce que je te disais juste un petit peu avant, c'est que la définition qui est écrite donc sur la page telle que définie finalement par Minsky, c'est peut-être une des plus justes, donc je la reprends, c'est l'intelligence artificielle et la science de faire faire à des machines des choses qui demanderaient de l'intelligence si elles étaient faites par des humains. C'est finalement pas trop mal comme définition parce que ça évite l'écueil de vouloir définir ce qu'est l'intelligence, ce qui est extrêmement compliqué. Alors il y a eu enfin il y a d'autres définitions de l'intelligence artificielle, mais celle-là est plutôt pas mal. Parce que ça donne aussi finalement une bonne intuition de ce que peut être cette fameuse intelligence artificielle. Alors le terme en lui-même, intelligence artificielle, est peut-être pas le meilleur qu'on ait inventé parce qu'il prête finalement à pas mal de confusion et de fantasmes, on en reparlera. Mais cette définition, finalement, elle est plutôt pas mal. Qu'est-ce que je pourrais en dire d'autre? On peut aussi peut-être la comprendre par l'ensemble des réalisations qui ont déjà qui ont été faites par les techniques d'IA. Donc aujourd'hui, on en a vraiment absolument un peu partout. On les retrouve dans tout un tas d'applications, dans des endroits qui peuvent, des fois, qui sont assez inattendus et d'autres où on les attend un peu plus. Donc, par exemple, si on prend l'exemple, ce qu'aujourd'hui tout le monde a, c'est le téléphone portable, où là, on va retrouver pas mal de techniques d'intelligence artificielle. Donc, ça peut être des choses vraiment très simples. Donc, l'exemple un peu bateau, c'est lorsque vous allez taper des SMS, par exemple, au fur et à mesure que vous allez taper donc plusieurs messages, la machine, donc votre téléphone, va commencer à apprendre le lexique de mots que vous utilisez le plus souvent, ce qui va permettre de proposer beaucoup plus rapidement. Vous savez, quand vous allez vouloir compléter un mot, il va vous proposer des choix. Ces choix vont être basés sur des statistiques de l'usage des mots que vous avez et par apprentissage très simple, on va pouvoir vous proposer les mots que vous utilisez les plus souvent. Donc ça paraît finalement très éloigné du fantasme qu'on peut avoir d'une intelligence absolument démoniaque, mais ça relève des techniques d'intelligence artificielle. L'autre chose, peut-être un peu plus récente, c'est par exemple les robots aspirateurs qui commencent à envahir les foyers. Donc là aussi, c'est des techniques d'intelligence artificielle. Là, c'est peut-être un peu plus évident que c'est basé sur des techniques d'apprentissage. D'accord. Là, tu as relié intelligence artificielle et apprentissage. Alors, on va discuter de la part de ce qui est mythique, des fantasmes, de ce qui est vraiment de la science. Mais Mm. sur le MOOC ICN, qui nous a amené à ce temps de rencontre, tu as fait une très belle vidéo sur l'histoire de l'intelligence artificielle. Alors, est-ce que tu peux en quelques minutes nous remettre en mémoire ces grandes étapes? Peut-être ça nous permettra mieux de comprendre là, ce qui se passe aujourd'hui. Oui, alors la grande étape, c'est la naissance du champ de recherche. Alors officiellement, elle est datée de 1956 lors d'une conférence qui a réuni vraiment les grands noms de l'IA. Et donc 56, ça fait pas loin de, que je dise pas de bêtises, 62 ans. Donc enfin, ça commence à être assez vieux.
Et là, l'idée, c'est de se servir des ordinateurs qui, à l'époque, sont pas tout pourris parce que c'est le début de l'informatique, mais vraiment, les ordinateurs ne savaient pas faire grand-chose. Mais il y a déjà cette idée de les programmer pour que ces ordinateurs fassent des choses inattendues. Et à cette époque, les grands défis, par exemple, ça va être de faire jouer une machine aux échecs. Alors, on ne parle même pas pour l'instant de gagner aux échecs, mais déjà qu'elle arrive à comprendre les règles. Et dès le début dès cette naissance, on va avoir deux courants principaux. Un qu'on va appeler le courant symbolique. Et là, l'idée, c'est de dire que finalement, le cerveau, c'est une machine à manipuler des symboles. Donc, si on arrive à faire des algorithmes pour manipuler des symboles, on va réussir. Et il y a un autre courant qui est plus numérique et qu'on appelle connexionniste, et là qui pense que c'est pas qu'une machine à manipuler des symboles, il y a aussi l'apprentissage qui va être important, et aussi le côté numérique. Et ces deux voies vont évoluer en parallèle, et toutes les deux vont faire des avancées assez intéressantes. On pourra en citer, mais il y a vraiment des choses qui ont été faites. Jusqu'à ce que, enfin là je vais faire un raccourci, mais il y a eu ce qu'on a appelé le premier hiver de l'IA, et notamment parce que les chercheurs, comme ils trouvaient pas mal de résultats, ils se sont un petit peu emballés, et ils ont fait des prédictions pour dire, bon, on va tomber le problème de l'intelligence dans les 10 prochaines années, ce qui n'était pas tout à fait le cas, même s'ils avaient trouvé des choses. Donc les crédits se sont arrêtés de façon assez soudaine, donc ça a mis un petit coup d'arrêt, et puis c'est reparti dans les années 80, et en fait, ils n'avaient pas appris leur leçon, ils se sont réemballés, ils ont repromis un peu trop, et il y a eu un deuxième hiver de l'IA. Et là, ce qu'on voit depuis maintenant une dizaine d'années, c'est qu'il y a un réel renouveau de l'IA, et notamment en raison, mais pas que, en raison des avancées sur ce qu'on appelle le deep learning, qui finalement est une technique de réseau de neurones artificiel qui est pas si nouvelle que ça, mais la donne a changé parce qu'on a la puissance de calcul et qu'on a les données. Et donc aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on parle autant d'IA? Notamment à cause de ces résultats qui n'arrêtent pas de tomber, alors qu'ils n'ont pas encore résolu tous les problèmes, mais où les avancées sont assez spectaculaires pour certaines. Alors que c'est un petit peu compliqué, mais pas tant que ça. Donc l'idée à l'origine, c'était finalement de s'inspirer du cerveau. Et donc lorsqu'on va aller regarder le cerveau, vu d'un peu loin, ce qu'on va voir, c'est des neurones. Donc c'est la cellule élémentaire, et donc on en a beaucoup, hein. On en a au niveau d'un cerveau humain, on en a à peu près 86 milliards, donc c'est vraiment quelque chose d'énorme. Et ces neurones communiquent avec les autres neurones. Donc typiquement, on dit qu'un neurone en moyenne va avoir 10 000 connexions, donc c'est qu'une moyenne, mais ça donne une idée du genre de communication qu'on peut avoir au sein du cerveau. Et la puissance de calcul du cerveau, finalement, vient de ce nombre énorme de neurones et de l'ensemble de ces connexions. Donc ce que les chercheurs se sont dit au début, finalement comme le cerveau ça marche pas trop mal, que ça permet d'apprendre, on va s'inspirer de ça. Alors comment on va s'en inspirer? Alors déjà, on va simplifier le problème en considérant des neurones extrêmement simples par rapport à un vrai neurone. Un vrai neurone biologique, c'est une machine extrêmement compliquée avec de la chimie, de l'électricité, de la physique. Donc tout ça, on va le simplifier à l'extrême et on va en faire un tout petit circuit. Mais ce qu'on va faire, parce que ça, on sait bien le faire en informatique aussi, on va en mettre plusieurs et ils vont communiquer ensemble. Et la grosse différence avec d'autres algorithmes de l'époque, c'est qu'on va pouvoir faire apprendre ces neurones. Et c'est là où c'est intéressant, parce que lorsqu'on va écrire le programme, parce qu'un réseau de neurones artificiels, ça revient à écrire un programme, on ne va pas spécifier entièrement ce que doit faire le programme, mais on va se servir de l'apprentissage. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'on va se servir de l'apprentissage? Par exemple, dans le cadre de l'apprentissage supervisé, on va montrer des exemples où je connais les entrées, ce sont les entrées de mon problème, mais je connais aussi la sortie. Et avec ça, je vais pouvoir faire apprendre l'algorithme.
Et faire apprendre l'algorithme, ça veut dire qu'on va être capable de modifier petit à petit des paramètres dans l'algorithme. Alors, pas n'importe lesquels, en fait, ça va être les poids entre les connexions des neurones. Donc, j'ai dit que ces neurones étaient connectés. Bah, petit à petit, on va modifier ces paramètres pour que, au bout d'un moment, lorsque je montre l'image que je lui ai déjà montrée, il me donne la bonne réponse. Donc, par exemple, pour le deep learning, ça peut être, je lui montre une photo de chat et je vais lui demander en sortie de me dire chat, pour dire c'est effectivement un chat. Alors, c'est à peine plus compliqué pour le deep learning, ça va être une histoire d'architecture, de combien je mets de neurones, combien je vais mettre de couches de neurones, parce qu'on peut en mettre entre une et beaucoup, mais fondamentalement, ça ne va pas tellement changer le problème. Alors, ce qu'on va chercher à faire, notamment avec ces algorithmes, évidemment, donc, ça va être intéressant lorsque je vais lui montrer une image qu'il n'a jamais vue. Donc là, on va regarder si le réseau va bien généraliser. Parce qu'évidemment, ce n'est pas très intéressant si je ne peux lui montrer que des images qu'il a déjà vues, bah en fait, moi aussi, je connais déjà la réponse, vu que c'est moi qui lui ai fourni. Donc là où ça va devenir intéressant, c'est que maintenant, je vais pouvoir lui montrer des images que lui, d'une part, n'a jamais vues, et éventuellement, même moi, je ne connais pas la réponse. Mais si le réseau fonctionne bien, qu'il généralise bien, il va effectivement me dire que, ben oui, là, effectivement, c'est la photo d'un chat, d'un chien, d'une machine à café, d'une voiture, ou que sais-je encore. Donc c'est ça, c'est cette propriété qui va être intéressante avec les réseaux de neurones, c'est cette capacité de généralisation. Et idéalement, on aimerait lui montrer très peu d'exemples et qu'il ait une capacité de généralisation extrême et qu'il puisse apprendre tout seul qu'à partir de, je sais pas, moi, peut-être 3 photos de chats, il puisse reconnaître tous les chats de la Terre. Ça, aujourd'hui, ça marche pas trop bien. Il faut quand même avoir des énormes bases de données. Et pourquoi ça marche bien aujourd'hui? Parce que ces énormes bases de données sont aujourd'hui existent et sont accessibles. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que ça va marcher. Alors sur la page qui est en ligne sur le MOOC, là on voit il y a une jolie applet qui a été réalisée et qui montre comment fonctionne un réseau de neurones. Et on voit notamment ces liens entre les neurones. Donc, d'une part, on voit les neurones et on voit les liens entre les neurones qui vont grossir ou diminuer. Donc c'est symbolisé par un trait qui grossit ou qui diminue. Et c'est vraiment ça le cœur le cœur de l'algorithme. Et il se trouve que donc depuis maintenant ça fait 5-6 ans, on a alors une des difficultés, c'est de trouver les bons algorithmes d'apprentissage parce qu'on peut avoir j'ai parlé de ces paramètres, on peut en avoir 100 000, 200 000, jusqu'à 1 million, jusqu'à 1 milliard. Donc il faut des méthodes automatiques pour arriver à les mettre au point. Et c'est là où on a aujourd'hui pas mal de résultats et qui fait que ça marche plutôt bien pour certains problèmes seulement. Et pour des réseaux qui vont être spécialisés pour un type de problème. Alors justement, c'est un des volets qu'on voulait aborder ce soir. Ça fait plusieurs fois que tu dis, bon, il y a plein d'endroits où on les retrouve, des endroits qui nous surprennent. Tu as cité l'outil de complétion quand on tape des mots pendant les SMS. Tu aurais pu citer la reconnaissance vocale. Aujourd'hui, je vais te poser la question sous cette forme. À quel endroit de la société ou de notre quotidien il n'y a pas encore d'intelligence artificielle ou réponds peut-être où est-ce qu'il y en a, parce que j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus partout. Alors oui, effectivement, il y en a de plus en plus partout et j'aurais envie de dire, en tout cas pour les techniques de deep learning, partout où il y a besoin d'avoir on va dire des algorithmes qui soient à peu près sûrs, où on n'ait pas de surprise, là, l'IA n'est pas à l'ordre du jour. C'est-à-dire que enfin, je crois sans me tromper, par exemple, pour piloter un avion, on ne va pas aller mettre des algorithmes d'IA. Donc, dans le cas d'un avion, on veut des systèmes qui soient sûrs, éventuellement qui soient prouvés. Donc ça, on sait faire aujourd'hui des compilateurs qui puissent être, de production puissent être prouvés.
Et il me semble, alors dans l'aéronautique, je ne dis pas de bêtises, mais je pense il faut des algorithmes sûrs, c'est-à-dire dont on connaît parfaitement le déroulement. De la même façon, en cryptographie, on ne va pas forcément aller mettre de l'IA parce que, alors qu'on pourrait l'envisager, on ne peut pas garantir le comportement du programme. Et donc, dans tous les endroits où le comportement doit être garanti, où c'est critique, on ne peut pas se permettre de mettre de l'IA parce que une des problématiques qu'on a aujourd'hui autour de l'IA, c'est que si elle marche, on ne sait pas véritablement comment vont être comment doivent être prises les décisions. Et ça, c'est un énorme problème pour, pour pas mal d'endroits et pour pas mal de raisons. Donc, un des exemples, je vous ai montré, par exemple, la reconnaissance de chats qui marche, je veux dire, plutôt bien. Donc, si c'est pour, par exemple, taguer vos images de vacances, là, c'est parfaitement envisageable. On peut prendre une IA, elle va faire ça peut-être mieux que vous aujourd'hui pour dire, bah, là, c'est un chat, là, c'est un arbre. Mais il y a aussi des recherches qui montrent qu'on peut aller modifier, par exemple, un seul pixel dans une image, et là, l'IA va être out, c'est-à-dire qu'elle va être incapable de reconnaître les choses. Ou alors, vous lui montrez une photo encore une fois, de chien, et elle va vous dire, bah, il s'agit d'un arbre. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ça? Parce qu'en fait, ces images sont projetées donc je vous l'ai dit, dans des espaces de dimension absolument énormes, qu'on a du mal à visualiser. Elles vont tracer, donc là, nous, on traçait une ligne droite dans le plan, on traçait cette droite qui nous permettait de séparer les points orange et les points bleus. Ben, on va avoir la même chose, mais dans des espaces à peut-être 100 millions ou 1 million de dimensions. On va avoir des espaces extrêmement bizarres, et si on sait bien manipuler, ben, en manipulant 2 ou 3 pixels, ça va faire effondrer les performances de l'IA. Et ça va pas être acceptable on peut l'imaginer dans le domaine peut-être médical, si on doit aller faire de la vraie chirurgie, mais peut-être pas pour faire du diagnostic, s'il y a un médecin qui est derrière pour dire oui, c'est un bon diagnostic ou pas. Ça va pas être acceptable pour piloter un avion, pour piloter peut-être je sais pas moi, une centrale électrique. Voilà, ça peut être ce genre de choses. J'imagine qu'il doit y avoir d'autres domaines là, qui ne me viennent pas tout de suite, mais je pense immédiatement à ça. Et peut-être pour prolonger là-dessus, c'est un des problèmes qu'on peut avoir aujourd'hui pour la conduite autonome et qu'on a déjà eu, on ne peut pas garantir que la voiture ne va pas confondre ce qu'elle voit avec autre chose. Donc c'est le cas qu'il y a eu avec Tesla, où donc il y a eu un accident mortel, mais donc Tesla n'est pas vraiment en cause parce qu'ils ils n'ont pas de conduite véritablement autonome. Ce qu'on appelle le niveau 5, c'est donc Tesla dit au conducteur, on peut vous assister pour la conduite, mais on vous demande de garder les mains sur le volant et d'être vigilant. Et donc là, le cas qui s'était passé, c'est que c'était un semi-remorque qui passait devant la voiture au loin, donc qui allait croiser la route, et la voiture a confondu ça avec finalement 2 voitures séparées, donc au niveau de là où il y a les roues du camion, et entre les deux, il y a du vide. Donc on peut confondre ça avec effectivement 2 véhicules séparés, et l'algorithme de reconnaissance pensait que ce qu'il y avait au milieu était un panneau d'affichage, ce qui fait qu'elle n'a pas décéléré, et comme en fait, le conducteur avait à tort laissé le contrôle complet à la voiture, il y a eu cet accident mortel. Et aujourd'hui, voilà, c'est des problématiques qui vont se poser, auxquelles on n'a pas forcément de réponse satisfaisante. Et j'imagine, alors là, je connais pas encore, je connais pas tout à fait où en est ni la législation, ni les derniers algorithmes, mais je pense que c'est une des raisons pour laquelle on ne peut pas laisser un contrôle parfaitement autonome aux voitures, tant qu'on ne peut pas garantir, dans une mesure raisonnable, on n'aura jamais 100%, mais tant qu'on ne peut pas au moins dire, voilà, je pense que je sais reconnaître, allez, 99,99%. Ça reste compliqué pour l'IA à cause de ces apprentissages qu'on ne maîtrise pas tout à fait. Ben, c'est très intéressant. Tu as soulevé évidemment sur cet exemple tous les problèmes juridiques. Et alors j'aime beaucoup que tu aies pris cet exemple d'abord parce qu'il est réel. Souvent les gens introduisent une expérience de pensée où il y aurait subitement un piéton, il faudrait que l'intelligence artificielle de la voiture hésite entre sacrifier
identifier le piéton ou le chauffeur. Là, c'est un cas réel. Et c'est un cas réel qui montre qu'effectivement, on est loin de pouvoir laisser faire la machine automatiquement. Je crois me souvenir que d'un point de vue juridique, les gens essayaient de fabriquer la notion de personne morale, comme aujourd'hui une association ou une structure peut se retrouver en tant que personne morale devant les tribunaux. Mais ce que je crois comprendre, c'est que nos collègues qui travaillent en droit sont encore en train de réfléchir à cela, et qu'en tout cas, ils ne sont pas en train de réfléchir à personnaliser l'intelligence artificielle. Non, et a priori, enfin, je crois qu'il y a, enfin, a priori, il n'y a pas besoin, quoi. Donc, j'avais assisté à une conférence qui s'était tenue à Paris, qui s'appelait Lex Robotica. Il doit y avoir les actes quelque part, mais où on avait pas mal discuté de ces problèmes. Et il semble que l'arsenal juridique soit d'ores et déjà suffisant. Et la réponse la plus simple était effectivement de considérer le robot comme étant l'équivalent d'un chien qui a donc un propriétaire et donc qui peut faire des dégâts, mais voilà, au niveau juridique, on s'y retrouve parce que on peut éventuellement attaquer le propriétaire s'il faut, mais le chien peut quand même aller faire des dégâts. Enfin voilà, tout l'arsenal est a priori suffisant, quoi. Donc il n'y aura pas besoin d'aller plus loin. Et là où ça semble être suffisant, c'est parce que évidemment derrière il y aura des problèmes d'assurance. Donc lorsqu'il y a des dégâts, la question qui va se poser, c'est qui doit payer, quoi. Et donc ça, les assurances vont de toute façon régler assez rapidement le problème parce qu'il faudra, à un moment, il faudra sortir de l'argent et on veut savoir qui va payer. Et je pense j'imagine qu'il y a déjà des jurisprudences à d'autres, alors sans IA, mais on peut imaginer des problèmes d'ascenseur ou donc c'est les machines automatiques. Bon, en même temps, c'est peut-être le mauvais exemple vu que c'est le moyen de transport le plus sûr au monde, mais on peut, je sais pas, voilà, des portes qui se ferment sur quelqu'un, qui va être responsable? Est-ce que c'est le concepteur du moteur, le propriétaire de l'hôtel, ou enfin voilà. Donc tout ça, a priori, ça n'a pas lieu d'être, et je crois savoir que le problème est déjà plus ou moins réglé. Ceci dit, il y a quand même au niveau européen aujourd'hui des velléités de doter les machines d'une personnalité juridique. Donc à ce sujet, il y a une lettre ouverte pour dire que c'est peut-être pas forcément une bonne idée, mais là, je pense qu'il faudra aller voir directement les juristes qui ont déjà réfléchi au problème. Et pour revenir sur le dilemme, effectivement, donc c'est ce qu'on appelle le dilemme du trolley pour les voitures, donc qui est une expérience de pensée, mais il y a aussi des choses tout à fait réelles et qui ne sont pas d'expérience de pensée. Alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais aux Pays-Bas, il y a cette histoire de porte qu'il faut fermer pour pas que la ville soit inondée. Et donc là, aujourd'hui, c'est un algorithme qui est parfaitement défini, les conditions dans lesquelles il doit fermer la porte. Et on a délégué cette responsabilité, entre guillemets, à une machine pour ne pas mettre justement l'humain devant un espèce de conflit où la situation pourrait être que, voilà, il peut y avoir des bateaux de pêcheurs qui sont en mer, et s'il y a une tempête qui arrive et qu'on ferme la porte, en gros, ces gens-là vont être condamnés. Et peut-être que si on retarde la fermeture de la porte de je sais pas moi, quelques dizaines de minutes, ils vont pouvoir rentrer au port et être sauvés. Mais en faisant ça, bah, il y a le risque qu'on ne puisse plus fermer la porte parce que la tempête fait, les courants font qu'on ne va pas la fermer. Donc, ce qui a été décidé, c'est de dire, bah voilà, on va définir les conditions dans lesquelles on ferme la porte. Tout le monde le sait. Alors j'imagine que personne ne peut agir dessus, et si les conditions sont réunies, la porte se ferme, et voilà, c'est fin de l'histoire. Donc ça a été pensé avant, il n'y a pas réellement de dilemme, la décision a été prise. Et donc le problème pour les voitures, de toute façon, donc cette histoire de trolley ne se posera a priori jamais, ou alors il faudra que la question ait été résolue avant par les concepteurs de l'algorithme. Mais donc c'est vraiment une expérience de pensée qui est plus philosophique qu'autre chose, parce que dans les faits, la situation déjà ne sera certainement pas reconnue en tant que dilemme par l'ordinateur qui sera à bord, et dans tous les cas, il aura peut-être
200 millisecondes enfin, moins d'une seconde pour prendre une décision. Et donc là, on rentre dans d'autres types d'algorithmes. On ne va pas prendre forcément la décision optimale, mais une décision, on va dire, qui soit pas trop mauvaise, parce qu'on a un temps extrêmement limité pour prendre ce genre de décision. Mais là, je pense que c'est vraiment un faux problème qui a plus des vertus d'ordre philosophique. Le dilemme en question, c'est donc vous êtes c'est une voiture autonome, et en gros vous avez devant vous une personne en train de traverser et vous devez prendre la décision de l'éviter. Et la seule option que vous avez, c'est soit tourner complètement à droite et vous allez dans le mur, et à ce moment-là, vous tuez le conducteur, ou alors vous continuez tout droit, mais vous tuez le piéton, mais le conducteur est sauf. Et la question donc, qui se pose, c'est que doit faire la voiture? Et donc, si on demande, pardon, on peut s'en servir pour demander aux gens, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire? Donc, ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, il y a des études qui disent, ah, mais il faut que la voiture sauve les personnes qui sont devant. Donc après, on peut faire de la comptabilité, hein, si c'est pour la faire de façon un peu provocante. Si c'est un petit vieux qui traverse, est-ce qu'on l'évite? Si c'est deux petits enfants, est-ce qu'on les évite? Donc voilà, on peut mettre plein de conditions et savoir qui les gens sont prêts à écraser. Mais on va dire dans le cas, c'est voilà, il y a deux enfants qui sont devant. La seule façon de les sauver, c'est de rentrer dans le mur. À ce moment-là, vous tuez le conducteur. Les gens sont assez altruistes. Ils vont dire, ah bah voilà, on va faire un espèce de ration. On va dire, il faut que la voiture aille dans le mur et tant pis pour le conducteur. Donc on pourrait être satisfait. Puis après, on peut leur demander, mais seriez-vous prêt à acheter cette voiture? Là, c'est rigolo parce que les gens disent non. Parce que moi, je n'ai pas d'une voiture qui puisse me tuer, quoi. Donc, en vrai, ils veulent bien que la voiture aille tuer les conducteurs, mais en tout cas les autres, pas eux, quoi. Donc, enfin, voilà. Donc ça, c'est vraiment des problèmes artificiels. Et donc, pourquoi est-ce qu'on appelle ça troller? Mais j'avoue, je ne sais plus. Entre-temps, j'ai été sur Wikipédia, tu vois, comme quoi le numérique. Merci. Effectivement, tu as raison. Cela s'appelle l'expérience du trolley avec toutes ses variantes, sachant que bien avant le numérique, ce que m'explique Wikipédia, c'est que c'est un aiguillage, c'est-à-dire que le train ne peut pas s'arrêter et D'accord. il a un aiguillage gauche-droite et bien sûr, on met sur les voies de gauche et sur les voies de droite toutes sortes de futures personnes qui vont mourir. Et il y a toutes les situations, des situations équilibrées, des situations déséquilibrées, des situations où il y a le même nombre de morts, mais où moralement, ça n'a pas le même sens. Donc, c'est effectivement, D'accord, et ça permet de réduire effectivement les options à simplement, il n'y a que deux options, quoi. voilà. Donc pour les voitures, on pourrait imaginer d'autres, comme elles sont Alors, plus libres, elles sont pas sur des rails. Mais voilà, essentiellement, l'exemple, donc c'est ça le dilemme. Mais là où c'est un peu trompeur comme exemple, c'est que ça veut dire qu'il faudrait que l'intelligence qu'on va mettre à bord, en fait, le programme puisse reconnaître cette situation de dilemme. Et si tant est qu'il puisse reconnaître qu'effectivement il y a cette option, qu'il n'y a pas d'autre choix, donc là, a priori, non, le programmeur aura soit reconnu et dit, ah, voilà, il faut faire ça, ou sinon, ce sera une décision algorithmique en tout cas, il n'y aura pas de problème d'éthique pour le programme. Le programme ne réfléchit pas à ce niveau-là. Lui, il applique la façon dont on l'a programmé avec les variantes, avec le corpus d'apprentissage, fait qu'il prendra telle ou telle décision. Mais il y a pas, pour lui, il n'y a pas de dilemme. alors moi, je vais utiliser ce dilemme du tramway pour revenir vers le cerveau, puisque une personne de ma famille, que tu connais d'ailleurs, a vécu ça. C'est-à-dire qu'un jour, elle s'est retrouvée sur une autoroute et elle avait quelqu'un devant elle. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est pas elle qui a décidé, c'est son cerveau. Il se trouve que l'histoire s'est bien finie puisqu'elle a été dans un fossé sans blesser la personne et sans elle-même avoir de dégâts autres que matériels. Et je ne conclus pas sur cet exemple, Mhm. mais je l'utilise pour profiter de ton deuxième compétence de scientifique. Et le cerveau dans tout ça, alors? Ah bah, donc pour le cerveau, si on revient à cette, on va dire cette prise de décision, là c'est compliqué parce qu'on va avoir plusieurs, enfin,
des prises de décision à différents niveaux. Et peut-être le premier niveau, c'est les voies réflexes. Et dans ce que tu racontes, dans l'exemple que tu donnes, c'est son cerveau qui a pris la décision, mais moi, ça m'arrive tout le temps, et notamment quand je suis passager à l'avant avec quelqu'un d'autre qui conduit, le nombre de fois où mon cerveau freine pour lui, c'est absolument incroyable. Alors la raison, c'est que donc moi j'ai on va dire, ma propre façon de conduire, j'ai mes propres appréciations de ce qu'on va appeler la distance de sécurité, à quel moment il faut freiner. Et si la personne freine un peu plus tard parce qu'elle est habituée comme ça, je me retrouve à freiner à côté, alors que mais c'est pratiquement, j'ai du mal à inhiber ce comportement. Et donc là, ça peut être typiquement des actions réflexes qui vont être déclenchées, qu'on peut par ailleurs inhiber, parce que sinon ça sera embêtant si on n'avait que des décisions réflexes. Mais voilà, les décisions vont se construire comme ça. Alors au fur et à mesure de l'apprentissage. Et à ce niveau-là, c'est intéressant de voir les jeunes enfants qui vont avoir beaucoup moins d'inhibition pendant leur apprentissage, avoir des décisions qui peuvent être, on va dire, rigolotes de temps en temps. Mais donc, au niveau du cerveau, il y a voilà, des décisions à différents niveaux. On va dire, un cerveau adulte, pour peu qu'on ait le temps, ça va se passer plus au niveau du cortex frontal, où on va dire on a le temps de peser un peu le pour et le contre. Mais en situation de stress, comme étant, voilà, comme en voiture, on va pas forcément avoir le temps de réfléchir. Et c'est mieux parce que on peut imaginer que, par exemple, si vous mettez votre main au-dessus d'une flamme, c'est bien qu'on n'ait pas à réfléchir sur le pour, le contre de la chaleur, sur est-ce que j'aurais envie d'avoir une main brûlée ou pas. Non, voilà, il n'y a pas de réflexion à avoir, c'est automatique, c'est vraiment les réflexes de sauvegarde de l'intégrité du corps. Et, D'accord. et aujourd'hui, par exemple, ce qu'on va trouver dans les voitures, il me semble maintenant, c'est dans plus de la moitié des voitures, c'est ces algorithmes enfin, c'est même pas des algorithmes, c'est vraiment enfin, c'est des programmes qui vont freiner à la place du conducteur en cas de collision imminente. Donc en ce moment, on en voit, ils en font beaucoup la publicité un peu partout. La voiture est capable de calculer que, étant donné que je suis à telle vitesse, que l'obstacle est immobile, se rapproche donc à telle vitesse, je sais que pour que je fasse un freinage d'urgence qui ne va pas projeter le conducteur trop à l'avant, on sait exactement quelle est la limite. Si le conducteur n'a pas freiné avant, c'est qu'il y a un problème. Il faut déclencher ce freinage d'urgence. Et en général, ça va bien se passer. Pareil, s'il y a... Moi, je me rappelle quand quand j'ai passé mon permis de conduire, il y avait dans les séries d'images un exemple que j'aimais bien, c'est qu'est-ce que vous faites si vous voyez un ballon qui surgit devant votre voiture? Donc en fait, le ballon est déjà passé, mais ce qu'on peut savoir derrière, c'est que s'il y a un ballon qui passe comme ça, il y a des chances qu'il y ait un enfant qui le suive. Donc il faut absolument freiner en urgence. Donc ça aussi, c'est des choses que les voitures vont être capables de faire, de voir voilà, s'il y a notamment un enfant qui arrive, qui surgit de nulle part entre deux voitures, a priori, les voitures vont être capables de freiner. Donc c'est plutôt bien. La question, c'est est-ce qu'on met ça sur le compte de l'IA? Alors oui, dans une certaine mesure, parce qu'il y a, on va dire, c'est causes, conséquences, il faut identifier la situation, qui n'est pas très compliqué, mais ça demande euh, un petit peu de jugeote. Un programme qui permet de prendre ça en charge. Ce qu'on ne savait pas forcément faire il y a, il y a encore quelques années. Mhm. Alors, OK, et revenu finalement à l'intelligence algorithmique, et notre cerveau, est-ce que, et alors je suis vraiment sincère dans ma naïveté hein, avec cette question, est-ce que notre cerveau a quelque chose qui fait qu'il sera toujours différent de la machine? Est-ce que, au lieu de Minsky qui évite la question de l'intelligence humaine, est-ce que quelque part, toi qui étudies le cerveau, tu peux aider les gens à se forger une vision pour mieux comprendre ces différences entre ces deux intelligences? J'ai posé la même Euh, question
façon différente pour te permettre de choisir ta réponse. Alors, je vais répondre peut-être en deux temps. Peut-être la première, c'est la réponse simple. Donc, une grosse différence entre le cerveau et la machine. Alors, c'est pas tellement le cerveau, c'est le corps. Donc ça, il faut vraiment que ce soit bien compris. C'est qu'on n'est pas simplement un cerveau, on est surtout, on est aussi un corps. Et le cerveau sans un corps qui l'héberge, finalement, ça va pas faire grand-chose parce que évidemment, on ne pourra pas ni percevoir ni agir sur le monde. Donc peut-être que vous allez être méga puissant et super intelligent, mais de toute façon, personne ne le saura parce que vous ne pouvez même pas communiquer avec l'extérieur. Mais alors, il n'y a pas que ça, c'est qu'il y a aussi ce qu'on appelle l'intelligence du corps, et à ce sujet, il y a un très beau livre c'est Rolf Pfeiffer et Alexandre Pitti, un livre donc, qui est en français, qui s'appelle L'intelligence du corps, et qui rappelle en gros tout ce que le corps sait faire pour nous. Il y a un exemple que j'aime bien, c'est la main, voilà. Et la main et notamment les doigts. Donc si vous regardez vos doigts, vous allez voir que, enfin, j'imagine que vous le savez, qu'au bout des doigts, il y a la pulpe. C'est-à-dire, c'est une zone de peau, en fait, ça s'écrase. Voilà, quand on appuie comme ça, les doigts s'écrasent. Alors, en quoi c'est utile? Lorsque vous allez saisir des objets un peu petits, comme par exemple un crayon, vous allez pouvoir le saisir finalement un petit peu n'importe comment, et juste en appuyant un petit peu, la peau va se déformer autour de l'objet, et ça va suffire à attraper à peu près n'importe quel objet en envoyant une commande qui finalement n'est pas très précise. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est vous allez mettre des dés à coudre sur le pouce et l'index. Donc là, vous allez inhiber complètement ce côté mou de la peau, et vous allez essayer d'attraper ce que vous voulez. Et là, vous allez vous rendre compte de la difficulté. C'est-à-dire que là, il va falloir avoir le bon angle d'attaque pour saisir l'objet, sinon il va glisser, et envoyer vraiment une commande ultra précise. Et c'est aussi des constatations qu'on a fait en robotique, où on a arrêté de faire des mains qui sont purement métallique, parce que si vous n'avez pas ce côté un petit peu soft, alors il suffit par exemple de mettre des petits dés en caoutchouc sur les mains des robots, et ça va suffire à bénéficier euh, de cette intelligence du corps. Il y a aussi aujourd'hui par exemple, des robots qui vont être beaucoup plus morphologiques, où on va vraiment profiter de la façon dont est fait le corps humain pour aller aider la marche. Donc, on a un collègue, Pierre-Yves Oudéier, pour ne pas le nommer, qui travaille sur ça, bon, qui tient compte de cette morphologie parce que ça simplifie les problèmes de contrôle. Et oui, d'ailleurs, il participe aussi au MOOC. Et donc, ce robot Poppy qu'ils ont mis au point permet de bénéficier de ça. Et il y a tout un tas de problèmes comme ça qui peuvent se résoudre. Donc ça, c'est vraiment la première chose à faire et à comprendre. Et la deuxième réponse sur que sait faire le cerveau que ne peut pas faire une machine, en fait, ce que le cerveau sait faire, c'est on sait tout faire à peu près bien. Alors moi, par exemple, je sais un petit peu jouer au Go. Alors bon, je suis complètement nul, mais voilà, je connais les règles, je sais y jouer. On peut me présenter le jeu de dames, je sais aussi y jouer. Le jeu d'échecs, j'y arrive. Le tennis, là aussi, hein, je suis très nul, mais j'ai compris le principe, je sais tenir la raquette, renvoyer la balle. Donc on va dire, les cerveaux humains, mais en fait les cerveaux vivants dans leur ensemble, sont plutôt assez bons pour apprendre pas mal de choses sans être forcément expert. On a une capacité d'apprentissage qui est absolument fabuleuse parce qu'on peut tout apprendre. Aujourd'hui, c'est absolument pas le cas des algos. On va être capable de produire des algorithmes qui vont devenir experts dans un domaine ultra précis. Donc, par exemple, pour le jeu de Go, effectivement, aujourd'hui, la machine est championne du monde du jeu de Go, mais ne sait faire que ça. Alors, les techniques qui ont été mises au point vont être intéressantes au niveau de la recherche, mais le programme en lui-même n'est pas très intéressant, si ce n'est pour les joueurs de Go, parce que ça leur permet d'aller étudier un peu mieux le jeu de Go, mais ça ne sait faire que ça.
une IA qui va faire de la reconnaissance d'image ne saura faire que ça. Tout ça pour dire que on a aussi ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale. Ça serait une intelligence artificielle capable d'apprendre à peu près tout. Ça, aujourd'hui, non, ça n'existe pas. Et on n'a pas le début du commencement d'une idée sur comment faire ça. C'est des problèmes extrêmement compliqués. Donc aujourd'hui, voilà, on sait bien faire résoudre certains problèmes parmi les milliers de millions de problèmes qu'on pourrait résoudre. Et donc sans le corps et sans vraiment une rupture dans l'approche de la programmation, voilà, on en restera là a priori. Mais on peut faire quand même des choses assez intéressantes. La conduite autonome, c'est des choses qu'on ne savait pas faire aussi bien qu'aujourd'hui, même si on est loin d'avoir résolu le problème, mais en tout cas, ça marche un peu mieux, c'est sûr. Oui, j'ai vu dans la presse que souvent avec ces phénomènes, il y a un moment où les journalistes sont dans le pourquoi pas. C'est peut-être pour bientôt la voiture autonome, et quand ils ont fini en quelque sorte d'épuiser le sujet, ils se disent ah mais vous voyez c'était pas si vrai que ça. Et ils fabriquent quelque part l'événement et le contre-événement pendant que les scientifiques essayent d'expliquer ce qui marche et ce qui marche pas à un instant donné, comme tu l'as fait là. Sur le cerveau, j'ai bien compris cette différence que tu as résumée en deux mots-clés, qui est notre intelligence est incarnée dans un corps et notre intelligence est généraliste et à défaut d'être ultra performante sur un domaine précis. Est-ce que c'est la seule chose et est-ce que confronter l'intelligence artificielle, puisque dans ton équipe, il y a quelqu'un qui travaille sur des algorithmes de deep learning et d'autres gens qui travaillent comme toi sur des modèles plus proches de la biologie, cette confrontation entre l'intelligence artificielle et les neurosciences computationnelles, tu vas peut-être nous redire ce que c'est d'ailleurs, ça sert à quoi? Ça pourrait aider à quoi? Je te pose deux questions. Rappelle-nous ce qu'est les neurosciences computationnelles, c'est quand même un mot étrange. Et ensuite, vois si tu peux nous expliquer le lien entre les deux. Ça conclura notre échange, je pense. Alors, oui, alors pour commencer, les neurosciences computationnelles, donc dans l'idée, c'est de se servir de l'informatique, de la programmation, pour essayer de comprendre comment fonctionne le cerveau. Donc là aussi, on va faire donc en l'occurrence des réseaux de neurones artificiels, mais on va dire que ce sont des modèles du cerveau, et on va essayer de rendre compte avec ces modèles de comment fonctionne le cerveau. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, on va faire des expériences chez l'humain. Donc voilà, on peut faire venir des sujets, on leur fait passer toute une batterie de tests qu'on a mis au point, et on regarde comment ils vont se comporter. Et nous, derrière, ce qu'on va essayer de faire, c'est, connaissant un peu l'anatomie du cerveau, on va reproduire certaines parties du cerveau avec ces modèles, on va mettre en fonctionnement, on va faire aussi apprendre ces modèles, et on va pouvoir expliquer les performances des sujets en disant, vous voyez, là, il va y avoir, par exemple, un transfert d'informations entre telle et telle structure, ou alors l'apprentissage va se faire à tel endroit, et ça explique pourquoi on a ces performances. Et on peut aller même un peu plus loin, parce que comme on veut valider ce modèle, on va dire, bah voilà, vous voyez, si on fait maintenant telle expérience, vos sujets devraient réagir de telle façon. Et donc là, si effectivement c'est le cas, ça va valider un petit peu plus le modèle. Mais en tout cas, ce qu'on ne cherche pas à faire, c'est avoir des performances. C'est-à-dire qu'on ne veut pas avoir le modèle qui va donner la réponse optimale au problème qu'on lui pose. On veut un modèle qui puisse expliquer les données des neurosciences. Et par exemple, lorsqu'on va mettre des gens ou des animaux devant une tâche à résoudre, ils ne vont pas forcément avoir un comportement optimal comme pourrait l'avoir une machine. Ils vont faire des erreurs, ils vont avoir des biais, et via ces modèles, on va pouvoir expliquer comment tout cela se met en place. Donc c'est une des différences avec ce qu'on va appeler le champ de l'apprentissage automatique, où là, on va aussi cette fois s'inspirer du cerveau, on peut avoir pratiquement les mêmes outils, mais ce qu'on va chercher à avoir derrière, c'est des performances pour résoudre un ou plusieurs problèmes.
Là où ça commence à devenir intéressant avec les nouvelles techniques de deep learning, c'est que le deep learning, dans une certaine mesure, donc les nouveaux algorithmes, se sont aperçus, par exemple, qu'ils ont besoin de millions et de millions d'exemples pour apprendre. Et du coup, là, c'est un petit peu embêtant parce qu'on n'a pas toujours des millions et des millions d'exemples pour apprendre. Et notamment, ce qu'on voit en tout cas chez l'humain, chez les animaux, c'est qu'on est capable d'apprendre avec finalement très peu, euh, très peu d'exemples. Et là, c'est quelque chose qu'on sait encore assez mal faire dans l'apprentissage automatique. Et c'est une des pistes qui est intéressante. Et donc là, dans l'équipe, on a une jeune collègue qui est en thèse et qui travaille à la frontière entre neurosciences et deep learning et qui regarde comment est-ce qu'on pourrait apprendre avec très peu de données comme nous on le fait. Donc, je vous ai parlé au tout début de comment faire apprendre au deep learning c'est quoi un chien, c'est quoi un chat. Ben, on va lui montrer des millions et des millions d'exemples de chiens, de chats, et il va comprendre. Maintenant, vous prenez un jeune enfant, vous lui montrez un chiot, bon, déjà, il va jouer avec, il va interagir, et à partir de ça, il aura compris, je pense, à peu près, il saura reconnaître n'importe quel chien autre. Il aura vu un exemple de chien, bon, évidemment, il aura joué beaucoup avec, et ensuite, il pourra reconnaître très certainement tous les chiens, qu'ils soient grands, petits, de races différentes. Ça reste ses capacités d'apprentissage avec extrêmement peu d'exemples, avec une généralisation hors du commun, ça reste quelque chose je pense, d'inatteignable aujourd'hui en deep learning, mais qui serait effectivement très intéressante. Mais il y a vraiment là, des verrous scientifiques à lever. Et donc, cette jeune collègue travaille dessus. Elle est pas la seule. C'est vraiment des choses qu'aujourd'hui, euh, un des sujets chauds de la recherche, que ce soit pour Google, pour les labos, pour Facebook, pour un peu tout le monde. Parce que, évidemment, derrière, ça veut dire que on n'a pas besoin d'entraîner ces programmes pendant des semaines et des semaines. On n'a pas besoin d'utiliser des clusters de, je ne sais pas, moi, peut-être 1 millier de machines, voire beaucoup plus, comme on peut le faire aujourd'hui. Ça réduit les efforts et ça permet d'avancer un peu plus. Non, après, on n'a pas abordé effectivement, toute la partie sur les fantasmes, sur la singularité, ce genre de choses. Mais pour ça, il y a un très beau livre Jean-Gabriel Ganassia sur la singularité, donc qui est plutôt bien. Et maintenant, il y a de plus en plus de ressources en ligne. En tout cas, j'espère que ça sera un petit peu démystifier, mais expliquer un peu plus ce qui se cache derrière l'IA. Après, en tout cas, pour l'enseignement, pour les MOOC, il y a vraiment beaucoup de ressources en ligne. Notamment aujourd'hui, on parle donc pas mal de deep learning, mais il y a quand même tout le passé de l'IA où il y a vraiment des trucs un peu rigolos, enfin des trucs vraiment sympas à faire pour apprendre. Donc là, j'en discutais avec un collègue qui est passé il n'y a pas longtemps, Hervé Frézabué, pour ne pas le nommer, on parlait pour trouver son chemin dans un labyrinthe, il y a des trucs assez rigolos à faire pour comprendre comment ça marche. C'est vous construisez par exemple, un labyrinthe en Lego, donc tout le monde doit avoir à peu près des Lego chez lui, et puis après on peut faire couler de l'eau à partir de l'entrée jusqu'à la sortie. Il faut juste que l'eau tourne en continu. Puis après vous mettez, je sais pas, un petit colorant et vous verrez le plus court chemin qui va se dessiner. Donc on peut faire les choses physiquement. Donc ça, c'est un des problèmes de l'IA d'il y a quelques temps, qu'on sait bien résoudre aujourd'hui. C'est les techniques qui sont bien connues, qu'on peut matérialiser physiquement, mais qu'on peut aussi aller expliquer à partir de graphes. Et peut-être l'autre truc à faire qui est assez rigolo pour bien comprendre, c'est essayer de programmer un jeu de puissance 4. Ça, je trouve que c'est pas mal parce que ça se programme assez facilement. Et là où c'est intéressant, c'est que très rapidement, vous allez faire un programme qui joue mieux que vous aux puissance 4. Et donc là, ça montre bien comment. Donc pourtant, vous connaissez tout, c'est vous qui l'avez programmé, et pourtant, à la fin, le jeu que vous avez programmé vous-même peut vous battre. Simplement pour montrer que derrière, parce que les calculs sont beaucoup plus rapides que vous, parce qu'il peut envisager beaucoup plus de coups que vous, et assez naturellement, assez algorithmiquement, il va vous battre.
Donc c'est à la fois, on est content parce qu'on a réussi à le programmer, et puis des fois on peut être un petit peu triste parce qu'on se fait battre par son propre programme, mais bon, c'est pas grave, c'est nous qu'on l'a fait, on n'est pas obligé de le dire. Mais ça, je conseille à tout le monde de programmer un puissance 4, c'est assez rigolo à faire, et puis il y a une petite satisfaction à la fois de se faire battre par son programme. Je trouve Voilà. que c'est une super belle conclusion. Un grand merci à toi. Et bien sûr, comme d'habitude, ta vidéo sera mise en ligne pour être partagée par le plus grand nombre. Je te Ok. souhaite une très bonne soirée, Nicolas. Eh ben, très bonne soirée à tous. Salut! Salut.